Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Bonsoir, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Très heureux de vous retrouver pour cette émission de Majuscule Propos spéciale Majuscule Propos, puisque actualité oblige. Comme vous le savez, c'est en date du 23 novembre que la signature, sinon les signatures ont été posées sur le communiqué qui est ressorti de la réunion des chefs d'État du mini-sommet de Luanda en Angola où ils se sont accordés, en tout cas pour ce qui est de la suite des événements en ce qui concerne le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, où l'insécurité, en tout cas, règne depuis plusieurs semaines, notamment avec le M23 qui ne cesse de conquérir d'énormes territoires de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par Bunagana et puis ce sont d'autres localités de la partie est de la RDC qui ont été récupérées par le mouvement du 23 mars. On est passé à Nairobi, on est passé par Luanda. Aujourd'hui, la question qui se pose, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo concerne tout le monde, notamment dans la région des Grands Lacs, y compris et en particulier le Rwanda, bien entendu, parce que les bruits de bottes, sinon, en tout cas, les combats se passe à quelques mètres de la frontière du Rwanda. Vous comprendrez l'importance et surtout l'attention que le Rwanda a sur cette question. On a vu l'arrivée des troupes de la communauté est-africaine sur place, notamment les troupes kenyanes qui sont arrivées dans la ville de Goma il y a quelques semaines. Le déploiement continue à l'heure même où je parle. Mais la question que le grand public se pose aujourd'hui, ce qui en est sorti de ce mini-sommet de Luanda. On parle du désarmement du M23 et surtout le retour au premier territoire que le M23 occupait. En tout cas, le M23 qui doit quitter les zones nouvellement conquises et le M23 qui doit donc reculer à plusieurs kilomètres. On va voir maintenant où va se retirer le M23. Il y a eu confusion, notamment par rapport à là où le M23 doit se retrouver. On parle des groupes étrangers également qui sont sur le territoire congolais, qui doivent aussi non seulement être désarmés, mais surtout être retournés dans leur pays d'origine. Ici, notamment, je parle des FDLR, FOCA, je parle des FLN, je parle de plusieurs autres groupes armés qui pullulent dans la partie est du pays et des groupes armés qui concernent le Rwanda en particulier. Il y a eu une compréhension, information, désinformation sur ce qui en est ressorti de ce mini-sommet d'Angola. On va revenir sur certains points qui sont sur le communiqué qui a été signé par les chefs d'État et le Rwanda qui était représenté par le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta. On va voir la corrélation entre le processus de Nairobi, mais également l'initiative de Luanda. Est-ce qu'il y a-t-il lieu de combiner les deux, puisqu'on parle presque à 80% des mêmes ou de la même problématique. Ici, dans nos studios, nous sommes avec l'ancien envoyé spécial du président Paul Kagame dans les Grands Lacs. Il s'agit de l'ambassadeur Joseph Moutaboba. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Elisabeth. Très heureux d'être avec vous. Avec nous également Albert Roudatsimbourgois, journaliste, analyste politique, observateur politique et surtout très actif sur les réseaux sociaux. Notamment, il suit de près l'actualité dans la région des Grands Lacs. Bonsoir Albert. Bonsoir. Et si tout va bien, nous serons rejoints par Maître Gassuminari Jean-Baptiste depuis le sud du Rwanda. Il est avocat et surtout il a été avocat au tribunal international pour le Rwanda, le TPIR. Monsieur l'ambassadeur, d'abord pour commencer avec vous, ou tout d'abord, aujourd'hui le 23 novembre a été signé le communiqué des chefs d'État du sommet de Luanda. Vous, personnellement,
au regard, avant d'entrer même dans les détails de ce communiqué, quelle a été votre réaction d'abord par rapport au point ou à l'ensemble des points qui ont été discutés où les chefs d'État se sont mis d'accord? Merci de la question, Sabiti. Ma réaction primaire, je dois dire, je voyais déjà qu'il y avait un vide dans l'exercice qui allait se faire. Vous voyez l'après ou dans le l'avais. communiqué ou dans l'applicabilité ou dans la suite des événements? Dans tout. Aussi longtemps que vous avez des acteurs principaux, que vous les ignoriez ou non, mais ils sont acteurs principaux. Et si vous ignorez l'un ou l'autre, ça veut dire que vous avez déjà faussé une solution correcte, qui soit une correction qui est globale et qui va aller à travers les deux bords, je dois dire. Étant donné que le M23 n'était pas représenté, et malignement, malicieusement dit qu'il était représenté par le Rwanda, ce qui était très malin au départ et très nocif aussi pour le dialogue en question et pour l'avenir des débats. Vous dites qu'il était représenté par le Rwanda. Qui a dit ça? Ça, ce sont les mots du Congo, du gouvernement congolais, du porte-parole du gouvernement congolais. Alors, si quelqu'un dit, ben, écoutez, moi je suis... Donc pour le Congo, il n'y avait pas lieu d'avoir la présence du M23 dans la salle, puisque étant déjà représenté par le gouvernement du Rwanda, c'est ça? C'est correct. Donc ça veut dire que le manque... Ça s'interprète comment au niveau de la diplomatie des telles accusations? Ça c'est... Au niveau diplomatique, c'est une insulte camouflée. You know? C'est un refus. On appelle ça un déni. Hein? Un déni flagrant de ses responsabilités. Une fois que vous ne reconnaissez pas votre protagoniste et que vous le remplacez par une autre personne ou une autre entité, vous faussez déjà le tout au départ. Et c'est pour cela que je disais qu'avant, pendant et après, si l'un des partis n'a pas été impliqué, rien ne va sortir comme une solution juste et une solution adéquate. C'est pour ça que je disais. Albert, vous personnellement, c'est une situation que vous suivez de très près. Étiez-vous optimiste par rapport à ce qui allait ressortir de Luanda? Étiez-vous satisfait ou étiez-vous optimiste au regard ou à la lecture de ce communiqué que nous allons tout à l'heure prendre certains points saillants de ce communiqué? Globalement, étiez-vous satisfait ou je ne poserai... Enfin, je ne vais pas vraiment répondre en direct à la question, mais je vais aussi réagir à ce que mon ami ambassadeur Mutaboba aussi vient de dire, parce que, pour que les gens comprennent. À un sommet des chefs d'État, ce n'est peut-être pas nécessaire d'inviter un mouvement protagoniste. Mais dans le communiqué final des chefs d'État, doit être mis dedans comment au moins le protagoniste va se retrouver dans le processus. Et donc simplement partout on dit M23 ceci, M23 cela, mais on ne dit pas comment est-ce que le M23 même va recevoir même sa copie ou bien va être invité. Ce n'est dit nulle part. Or, ce qu'il a dit, ça c'est très important. C'est qu'en plus de cela, à la fin, quand tout est terminé, et que le gouvernement maintenant à Kinshasa commence à rattraper
les billes ont commencé à dire, mais parce que de toute façon, ce n'était pas nécessaire, parce que c'est le Rwanda. Donc, il n'y a pas que le porte-parole, mais il y a n'importe quel communicant. J'ai vu le responsable des communications, Eric Nindou, qui est à la présidence, qui dit ça aussi dans les émissions. Et c'est la preuve, il dit, et c'est la preuve que c'est le Rwanda qui est téléguide, en fait. Donc cet aspect-là me rejoint au début de cette question. Bon, moi, je vois qu'une évolution, mais qui ne va que... qui va, je dirais, on avance d'un pas, et après chaque rencontre, on recule de 3, parce que le suivi de la réunion, les gens n'en parlent jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier que, même toi, Eddie, quand tu as introduit l'émission, on peut peut-être rappeler aux gens qu'au départ, le 1er avril, le M23 était cantonné à Runyoni, Tchanzu. C'est les attaques jusqu'au 6 sur eux qui les ont amenés à prendre même Rumangabo, etc., et qui a provoqué la première réunion des chefs d'État à Nairobi. Mais maintenant, ce qui est le plus important pour moi, c'est que Kinshasa ne se rend pas compte, ou bien, non, ils se rendent peut-être très compte, et c'est peut-être pour ça qu'ils allument des contre-feux et des barrages d'enfumage, je dirais. C'est que le M23 a été reconnu dans tout ce processus, comme un mouvement congolais. Parce qu'à Luanda, on leur dit qu'ils vont... Là, on ne parle plus de l'agression rwandaise sur le Congo. Non. Attends. Il n'a jamais été... Soyons clairs, parce qu'il ne faut pas enfumer les gens plus que cela. L'agression rwandaise, ce n'est qu'un vocabulaire qui est utilisé à Kinshasa. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il n'a jamais été. Justement, quand j'ai dit Kinshasa, qui était représenté au mini-sommet de Luanda. Et qui a signé. Le langage n'était plus à l'agression du Rwanda. Donc, soyons clairs pour les gens qui nous regardent. Ça veut dire que dans le communiqué final, ni à Luanda, ni dans aucun de Nairobi, ni à Entebbe, ni à Bujumbura, le Rwanda figure comme étant un acteur. Parce que dans tous les points ici, on voit le M23. Et que ce soit clair. Donc, l'accusation de Kinshasa reste à Kinshasa. Elle n'a jamais été reprise par la région, ni l'Union africaine, ni la conférence internationale des pays des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs. Jamais. Donc, dire que le Rwanda représente un 23, ça ne se fait qu'en dehors de cette réunion. Hein? Ce n'est jamais sur place. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça que je dis, le problème, c'est qu'on avance chaque fois d'un pas, mais chaque fois, on recule de 3 pas, parce que dès qu'une réunion est terminée, Kinshasa allume des contre-feux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après Luanda, a commencé immédiatement Nairobi. Nairobi, encore une fois, sans même M23. Alors que les M23 sont le principal sujet de la déclaration de Luanda qui a été contresignée par 5 parties. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on voit il y a plusieurs points dans ce communiqué, mais parmi les tout premiers points, on parle du déploiement des forces de la communauté est-africaine, donc qui doivent continuer à se déployer sur place, notamment dans le Nord Kivu. Déjà, ça c'est un processus qui a déjà commencé, mais on parle du M23 qui doit quitter les zones récemment conquises. Et ces zones seront ou doivent être occupées par ces forces de la communauté est-africaine, mais également des forces de l'ONU qui sont là. Je parle de la MONUSCO et du mécanisme de vérification qui doit être aussi là. Lorsqu'on voit les textes ici,
on ne voit pas les FARDC reprendre les territoires occupés par les M23 récemment. Cette zone-là, entre la zone que les M23 doit occuper et la zone où se trouvent les M23, déjà, ça s'appelle comment? Ça s'occupe dans quel cadre? Ces forces vont l'occuper dans quel cadre? Cette zone devrait être appelée par son nom. Lequel? Elle devrait être appelée zone neutre. Ou zone tampon. Ou zone tampon. Alors, mais nulle part, je crois que je ne me trompe pas, nulle part cela est mentionné que c'est une zone tampon ou zone neutre. En plus de ça, en rapport avec ça, quand on parle du mouvement de troupes, vous avez mentionné les troupes de l'East African Community, mais vous n'avez pas mentionné les troupes congolaises, les FARDC. Donc ça veut dire que les FARDC se sentiraient naturellement permis de recouvrer leur soi-disant territoire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si les FARDC qui étaient en train de se battre contre les M23 pour reprendre ces zones-là, et s'ils se battent avec à leur côté avec les FDLR, avec les autres groupes comme les Nyatura, les Codeco, etc., ça veut dire qu'ils y entrent comme ils se battaient. Donc, ils sont ensemble. Et cela signifie quoi? Ça signifie pour le M23 que la cause pour laquelle ils se battent, des raisons profondes, des raisons attestées pour lesquelles ils se battent, pour protéger leur population, ça veut dire que ces mêmes raisons vont rentrer à la case départ. Donc ce sont les mêmes FDR, ce sont les mêmes Nyatura, les mêmes FPCLC qui vont rentrer dans les mêmes zones et tuer les mêmes personnes que le M23 essaie de défendre. Mais ma question est celle-ci. Ça devient tout un problème. Albert, j'imagine que dans cette salle, dans ce processus, chaque mot dans un tel communiqué vaut son pesant d'or. Est-ce que c'est par omission, c'est par refus, c'est par quelle volonté qu'on refuse d'appeler ça zone tampon? Est-ce que c'est... Eddie, qui a intérêt à ne pas... Ce n'est pas important. Je dirais, tout ça, c'est pas simplement la terminologie. C'est aussi... Est-ce que ça vaut quand même son pesant d'or? Ça vaut son pesant d'or, mais c'est du verbiage aussi, tu vois. Ce qui compte aussi, parce que moi, je crois que ce qui est important, il faut qu'on n'essaie pas de singer simplement d'autres mouvements, d'autres processus qui ont été parlés, analysés. Je sais qu'au Congo, on adore même ce genre de choses-là. Mais je veux dire, il y a une réalité. Il y a une réalité sécuritaire, humanitaire, qui est désastreuse, qui est en train de se passer depuis tout ce temps-là. Je veux dire, ça ne fait que s'aggraver. En plus, même ce discours de haine, on a des endroits maintenant où les gens ne dorment pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il y a l'angoisse. Est-ce que c'est demain qu'on vient me tuer? Parce qu'ils l'ont annoncé. Donc, je veux dire, ces histoires de zones tampons, etc., etc. Je te donne un exemple pour que tu saches qu'on peut. Ce n'est même pas nécessaire d'essayer d'élever parce que c'est une réunion de chefs d'État, tu vois, comme si eux ne peuvent pas, avec leurs techniciens, faire tout ce genre d'erreurs. Je donne l'exemple. La première réunion à Nairobi a demandé clairement que Kinshasa commence à parler avec le M23. À peine Tshisekedi était à Kinshasa, qu'on lui a dit « Mais tu nous as vendus. Non seulement tu nous as vendus, et comment est-ce qu'ils sont sortis? Ils sont revenus à Nairobi pour dire « Mais vous savez quoi? Si on ne parle qu'avec le M23, tous les autres là, ils vont être fâchés. Donc il faut les inclure aussi, comme si c'était des actionnaires dans une entreprise. Hein? Et c'est comme ça qu'on a eu maintenant, au-dessus d'un problème du M23, de commencer à dire « On fait une réunion avec tout le monde. » Alors aujourd'hui, cette histoire de zone tampon, maintenant, je dirais que les clés sont quand même dans les mains de Nairobi.
parce qu'ils ont une force sur place et ils ont le médiateur. Donc, c'est à eux aussi, ils ont la responsabilité que quand bien même il est normal que la force nationale, l'armée nationale, soit associée à cet exercice. Ça, c'est normal, parce que normalement, c'est eux qui représentent le pays au niveau militaire. Mais sur place, ils ne peuvent pas amener là-dedans, justement, les FDLR, les Codeco et tout ça. Tout ça ne peut pas être permis. Ce qui veut dire que l'évolution de cela est quand même dans les mains parce que chaque fois qu'il y a des négociations, l'expérience nous a montré que c'est le moment même que les FARDC essayent de rentrer, pendant qu'il y a un cessez-le-feu, essayent de rentrer dans ces zones qu'on peut appeler zones tampons ou zones neutres. Donc les clés, ici aujourd'hui, la responsabilité, elle va commencer à peser sur le Kenya. Le Kenya, justement, où les chefs d'État aussi en ont parlé. On va revenir tout à l'heure sur ce communiqué et surtout de certains points qui posent quand même certaines questions sérieuses. J'aimerais bien, comme Albert évoque le Kenya, les chefs d'État, juste après ce communiqué, quelques jours après, les chefs d'État ont également discuté de cette même question. J'aimerais bien que dans cet élément, on suive la position du Rwanda, notamment le président Paul Kagame qui s'exprime par rapport à ce processus, mais surtout de la position du Rwanda par rapport à la question. Pour la troisième fois à Nairobi, s'est tenue ce lundi une réunion dont l'objectif est de trouver une solution au problème de la guerre et de l'insécurité qui prévalent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un dialogue tenu sous les auspices de la communauté est-africaine et qui rassemble autour d'une même table le gouvernement congolais et les groupes armés qui le combattent. Le président de la République, Paul Kagame, qui a virtuellement participé à cette rencontre, a souligné qu'au cours des 30 dernières années, l'Est de la République démocratique du Congo a été un vivier des groupes armés terroristes où de nombreuses personnes ont perdu la vie, d'autres ont quitté leurs biens et les affaires ont été retardées. Le président de la République a à ce propos indiqué être confiant que cette fois-ci, une solution devrait être trouvée, contrairement à ce qui s'est produit par le passé. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been. La raison principale pour laquelle ce désastre ne disparaît pas est l'échec de la mise en exécution des nombreuses résolutions adoptées à différents niveaux et dans différentes situations au cours des dernières années. Je ne doute pas que cette fois-ci, la bonne volonté va donner de bons résultats. La résurgence de l'un des groupes armés a reçu beaucoup d'attention au niveau international, mais c'est l'un des principaux problèmes politiques et de sécurité. Par conséquent, nous soutenons la solution qui est recherchée par les pays de la région et la voie qui a été établie pour protéger la vie des gens dans l'Est de la République démocratique du Congo et le problème qui continue de troubler les pays voisins du Congo, y compris le Rwanda. Ce qu'il faut aujourd'hui, plus que jamais, c'est une volonté politique forte pour mettre en œuvre les décisions au niveau régional, notamment celles issues des pourparlers de Nairobi menés par la communauté d'Afrique de l'Est et de l'Union africaine dirigée par le médiateur, le président de l'Angola, Joao Lourenço. And the African Union mediation by President Lourenço of Angola. Le président Paul Kagame affirme également que la résolution de ce problème doit partir de ses racines afin d'obtenir des résultats. This should include seriously addressing the root causes of. Cela devrait aller de pair avec la résolution complète des causes profondes de l'insécurité, car ce sera la véritable différence dans la résolution des problèmes d'insécurité au Congo et dans les pays voisins. L'approche actuelle établie par les dirigeants régionaux et les décisions prises la semaine dernière lors de la conférence de Luanda sont une opportunité pour parvenir
à une solution durable. Il est donc dans notre intérêt à tous de poursuivre dans ce sens plutôt que de laisser le problème devenir chronique. Je vous assure ici de la contribution du Rwanda dans la recherche d'une solution durable. Toward a lasting and permanent solution. Outre le président Paul Kagame, les chefs d'État de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, ainsi que des représentants de la Tanzanie et du Soudan du Sud, ont également participé virtuellement à cette rencontre, tandis que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, également président actuel de la communauté est-africaine, était à Nairobi avec le président du Kenya, William Ruto. Ont également participé au pourparlers de ce lundi l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, des observateurs des Nations Unies, de l'Union africaine et des diplomates des pays invités. Merci donc à Kassim Youssef. Ambassadeur Joseph, en tout cas, lorsqu'on voit la composition, les participants à cette réunion, que ce soit ceux-là qui étaient présents ou ceux-là qui ont assisté à la réunion par vidéoconférence, comme le président Kagame, on a toutes les raisons d'être optimiste, de dire tout le monde est là, tout le monde a la volonté de faire, mais lorsque on va un peu plus loin dans les propos du président Kagame, il met toute la communauté à défi, devant ses responsabilités. Ça, c'est très important. Parce que... Il évoque certains processus qui, par le passé, ressemblent exactement au même processus, mais qui n'ont rien donné. Alors, on a l'impression que lui-même, il est acteur, il participe, mais il s'est dit, il espère que cette fois sera la bonne. Est-ce qu'on peut comprendre, lorsqu'on va un peu plus loin dans ses propos, il a des raisons de s'inquiéter? Bon, il y a deux choses à dire à ce sujet. D'abord, c'est une chose très positive que de voir des gens se rencontrer autour d'une table, que ce soit physiquement ou virtuellement. Ça, c'est positif. Et je dis c'est positif parce que c'est déjà un début de recherche d'une solution. Mais la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que la plupart des acteurs, la plupart des principaux acteurs, je veux dire, oublient l'origine même de cette situation sécuritaire. Et une fois que vous n'avez pas internalisé cette raison d'être de la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est difficile de résoudre ce problème. Il faut continuer à essayer de creuser profondément pour dire quelle est la cause de ceci. Les gens, c'est comme si les gens avaient une courte mémoire. Or, ce n'est pas le cas. Les gens, nous vivons ça tous les jours. On se le rappelle dans des textes, on se le rappelle dans des discours, on se le rappelle dans des résolutions qui sont répétées ou qui sont des réplicas de ce qui a été dit il y a 10 ans ou plus, ou bien même récemment. Alors, vous êtes de cela... Si vous avez cette bonne volonté de parler et manquer la volonté de mettre en application ce que vous avez déjà dit et accepté et signé avant, il y a quelque chose, il y a un anachronisme dedans. Et c'est ça que le président Kagame rappelle. On a maintes fois parlé de FDLR, juste un exemple, parce qu'on doit rentrer à la source des problèmes. Si on a parlé de FDLR pendant toutes ces années, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, chaque année, il y a au moins une ou deux. Sur le Congo, il y en a eu plus de 80 qui sont sortis. Et sur les 80 ou plus, ils sont plus d'ailleurs,
les 3/4 parlent de FDLR. Les 3/4 parlent de la réforme du secteur de la sécurité au Congo. Les 3/4 parlent du changement de gouvernance ou de méthodologie de gouvernance en République démocratique du Congo. Je ne peux que citer la dernière résolution, la plus récente de décembre de 2021. La résolution, je crois que c'est 16-21 ou 16-12, qui dit que nous avons l'intention de renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Congo pour assister le Congo, le gouvernement congolais, à essayer de voir comment faire des innovations dans le secteur de la gouvernance et essayer d'améliorer la gestion de la sécurité dans ce pays. Donc, si cela se passe depuis 2000, 2001, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2022, et que rien ne change, alors que chaque fois qu'une résolution est votée, elle doit être mise en application et on doit faire la suite, on doit faire le monitoring pour voir ce qui s'est passé et que rien ne change, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Alors, là, si je comprends bien, il y a un sérieux problème au niveau de l'application ou de la mise en application des résolutions. Mais parlons justement des résolutions. On revient sur les résolutions de Luanda. Albert, parmi les résolutions, on parle du désarmement des FDLR et d'autres mouvements. On parle des FOCA, on parle ADF, FNL, des ADF, tous les étrangers. Tous les groupes étrangers. le désarmement, ça semble vraiment, c'est normal, désarmer, oui. Mais il y a une chose quand même qui pose question, Albert. Dans les 5 jours, on a donné 5 jours du désarmement et surtout... Je ne crois pas que le calendrier... Et du retour de ces groupes vers leur pays. Oui, oui. Albert, entre nous... Non, non, je crois... Lorsqu'on prend toute la situation, on la met devant nous, est-ce que c'est une situation... C'est une réalité. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Non, non, bien entendu, ce n'est pas réalisable. Et je ne crois pas que ce soit même de tellement d'importance. Ce n'est pas le calendrier, mais les points qui sont dedans. Parce qu'on peut commencer par le premier point. Tu vois? Day 1, jour J1. Hein? Et que si on n'avance pas, on essaie d'abord de résoudre avant d'aller à ce qui va être jour J2. Donc, je ne crois pas que le calendrier soit le plus important parce que déjà, si on ne dit même pas comment on le fait, tu vois, si on dit jour 1, les FDLR ceci, jour 2, mais on n'a jamais dit comment ils vont le faire. Donc, même ce calendrier n'est même pas... Réaliste? Non, c'est sûr qu'il n'est pas réaliste. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir... En fait, comme disait l'ambassadeur Moutaouba, c'est que c'est intéressant de voir tout le monde là maintenant. Le Rwanda peut se permettre, et je dirais aussi l'Ouganda, peut se permettre de dire on suit cette histoire depuis longtemps. Le Rwanda plus que n'importe qui d'ailleurs, même plus que l'Ouganda, parce que les gens, les fauteurs de troubles, en fait, c'est quand même des gens qui ont quitté le Rwanda, qui sont pratiquement à l'origine de toute cette crise qui dure depuis 28 ans. J'aimerais peut-être, si tu me permets, je sais que le temps nous est limité, mais une des sources du problème, c'est le fait que, en fin 1994, le régime génocidaire qui s'écroule, battu par le FPR, sur le terrain au Rwanda, prend en fait pratiquement une décision de faire la politique de terre brûlée, mais terre brûlée en prenant en fait devant eux la population locale, pratiquement comme un bouclier humain, et se retrouve, à cause du déploiement du FPR, en fait, à se couper en deux. Et il y a une partie qui va en Tanzanie
pour fuir et une autre partie qui va en France. Au Zaïre. Pardon. Au Zaïre. C'est la même chose à ce moment-là. Excusez-moi. Aidé par la France, bien sûr, vous pensez à l'opération turquoise. Je vais y arriver parce qui a créé le couloir. Non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, mais pour ne pas qu'on survole cela, c'est que là, c'est à peu près dans les deux directions, c'est 1 million de personnes de population. Arrivés en Tanzanie, ils sont désarmés. Ils sont relocalisés à distance sécurisée. Loin de la frontière du Rwanda. Normal. Donc, toutes les règles ont des été... Nations Unies, tout ça. Voilà. Donc, en Tanzanie, on n'a jamais eu un développement d'insécurité, on n'a jamais eu des FDLR, on n'a jamais eu des populations locales, même les rwandophones locaux en Tanzanie n'ont jamais été perturbés par cela. Donc, et il n'y a pas eu toutes cette répercussion. La France dont je parlais, en fait, voulait empêcher la défaite complète de ce régime et leur trouve à travers Turquoise, comme tu venais de le dire, Eddy, en fait la sortie vers le Zaïre de l'époque. Et depuis lors, le Zaïre a nourri la bête. Et cette bête s'est nourrie sur le Zaïre. Et ce virus s'est mis partout, etc. Et je veux dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement qui est en place à Kinshasa, c'est une équipe de gens qui ne connaissent même pas ce Zaïre. Ils n'étaient même pas là. Ils ne savent même pas l'impact que ça a eu sur ce Zaïre qui est après devenu Congo. Ce n'est que maintenant, dans les dernières élections, que ces gens sont tout d'un coup au Congo, mais ils ne comprennent même pas l'horreur qu'il y a dans l'Est. C'est un endroit même, c'est terra incognita même pour eux. Ces gens-là ne connaissent... Vous voulez dire que les gens en place à Kinshasa au pouvoir ne prennent pas la mesure de la situation, Albert? Écoute, moi, je vais donner une petite anecdote qui est très importante parce qu'on ne mesure pas. Depuis qu'on va à l'école et qu'on a appris à lire et à écrire, en fait, on apprend à comprendre et à retenir par ce qu'on voit. Donc, depuis qu'il y a l'école, les Européens qui voient sur une carte l'Europe magnifiée, énorme, ils croient qu'ils sont très importants, qu'ils sont énormes, alors que c'est le plus petit endroit au monde comparé à tous les autres continents. Okay? De la même façon, les Africains ne se voient même pas à la juste taille qu'ils ont, parce que c'est un énorme continent. La même chose pour le Congo. Les Congolais ne connaissent pas le Congo, parce que pour que les gens comprennent, si on prend la taille du Congo, c'est comme, parce que je sais que c'est l'Europe qui est votre référence, donc je vais vous donner une référence en Europe. Et je vais vous dire, c'est comme prendre du sud du Portugal et que vous allez jusqu'au Danemark. Mais même aujourd'hui, malgré qu'ils ont toute l'infrastructure, qu'ils ont tout ce qu'ils ont connecté, qu'ils sont l'Europe, etc., ne demandez pas à quelqu'un de Porto de savoir comment ça se passe à Copenhague. Alors, à quelqu'un qui est à Kinshasa, il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée de l'enfer de l'Est. Il y a plusieurs pays dans le Congo et les gens ne s'en rendent pas compte. Et cette équipe-ci, en tout cas, ils ne comprennent même pas les racines dont parlait l'ambassadeur Moutaboua. Récemment, on a vu quelqu'un dire qu'entre Goma et Kiwanja, il y avait 300 km. Voilà. Il y a tout juste 15 peut-être kilomètres, mais c'est parce qu'il y a plusieurs Kiwanja. Donc, monsieur qui était au Congo, il dit, je vais sur Google. Il va sur Google et il va trouver un Kiwanja qui est à 300 km. D'ailleurs, moi je l'ai dit, ces gens-là, ils nous prennent pour des... tu vois. Donc, c'est pour te montrer. Mais même quand le président a dit, je vais régler la paix à l'Est, il ne connaissait pas l'enfer de l'Est. Quand il dit qu'il va dormir à Goma jusqu'à ce que ce soit terminé, mais il ne comprend même pas. Il n'a jamais été à pied de Goma à Butembo. Tu vois, même en voiture, il ne pourrait pas. Donc, je ne me demande même pas d'aller. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même là, pour l'instant, le Rwanda dit « OK, c'est bien de voir tout le monde. Maintenant, j'espère que tout le monde va vraiment plonger là-dedans parce que ça fait longtemps qu'on répète les mêmes choses encore et encore et encore. Donc, l'histoire du M23, il ne faut pas oublier que même le titre, le nom qu'ils ont, c'est pour rappeler des autres accords qu'il y avait eu quand? En 2009. Ils apparaissent en 2012. On est en 2022. Ça fait combien d'années? Et on est toujours dans le même problème. Donc, ce n'est pas avec une petite résolution en disant jour 1, jour 2, jour 3,
ça, on n'y croit pas. Mais ce qui est le plus important à retenir là-dedans, à mon avis, ce sont les différents points qui ont été repris. Au moins si on les mettait en œuvre. Même si ça nous prend 100 jours de plus, le plus important, c'est d'arriver là. Vous parlez de 100 jours, vous parlez de... Le temps pour vous ne compte pas beaucoup, c'est plus la volonté de mettre en application. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des raisons, par exemple, pour le pouvoir de Kinshasa à vouloir presser ce processus? Est-ce qu'il y a des raisons proches ou lointaines qui font en ce que le gouvernement à Kinshasa puisse presser ce calendrier, ce calendrier ou la mise en application de ce calendrier, malgré toutes les difficultés qu'on vient d'énumérer ici sur le plan opérationnel, sur le terrain? Oui, bien sûr. Avec ou sans difficulté, il y a beaucoup de discours à Kinshasa. Ça, c'est un fait. C'est une observation directe. Donc, s'il y a beaucoup de discours à Kinshasa sur ce qui se passe dans un endroit très lointain, qu'Albert dit qu'ils ne connaissent même pas, ou que certains n'ont jamais même connu. Oui, c'est ça. Parce que soit ils ont grandi en Europe, et d'Europe, ils sont venus au cabinet, et du cabinet, ils sont là, ils sont à Kinshasa, ou ils retournent en Europe. Mais il y a combien de gens qui sont allés à Goma, à Butembo, ou à Butembo, à Beni, dans le Massissi, ou à Bunagana? Combien et quand? Pas beaucoup. Alors, si tel est le cas, comment voulez-vous qu'il y ait subitement un changement de discours pour dire, écoutez, on va résoudre nos problèmes? Il y a plutôt d'autres sujets qui sont beaucoup plus intéressants pour eux. Il y a le sujet d'élection. C'est le temps de... Central. Oui. Ça, c'est le sujet central. Donc, les élections, c'est le point important. Ah, comment on va s'y prendre? Ah, il faut qu'on gagne. Si on dit il faut qu'on gagne les élections, il faut que tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons aille dans cette optique. Tout à l'heure, le président Kagame, devant le Parlement, aussi les membres du gouvernement, il a parlé, il a aussi cité la question des élections qui sont également en jeu au Congo, et que le Rwanda soit une carte à jouer, Albert. Est-ce que vous pensez que le Rwanda soit une carte à jouer Ils ne font que pour ça depuis 28 ans. cherche la présidence à Kinshasa? Oui, et je l'explique. Ils ne font que ça depuis autant d'années. Ça veut dire que même tout allait bien avec le président Tshisekedi. Les relations entre Kinshasa et Kigali étaient au beau fixe. Yes. Alors, qu'est-ce qui... Pas seulement entre Kinshasa et Kigali. Les gens, on ne le répétera jamais assez, même entre Kinshasa et le M23, puisque le M23 était à Kinshasa pendant 14 mois. Et que c'est après 14 mois que tout d'un coup, la position de Kinshasa change vis-à-vis du M23, ils commencent à les attaquer, là où ils sont, alors qu'ils viennent de quitter la capitale, qu'ils se sont convenus sur un programme, mais le M23 arrivé sur place, après quelques semaines, que le téléphone ne répondait plus, tout d'un coup, ils se font attaquer. On commence à parler du Rwanda. Et les relations se détériorent entre Kinshasa et Kigali. Or, en plus de cela, ça veut dire quoi? C'est toujours la même chose. Quand on parle, on a dû dire à l'équipe là, écoutez, si vous espérez aller aux élections, vous n'avez pas grand-chose à montrer. Donc, soit vous ne faites pas d'élection, soit le cri de ralliement pour n'importe quel politicien, pas simplement ceux qui sont là, même ceux qui sont dans l'opposition, c'est que s'ils disent qu'on a un problème avec le Rwanda, dans leur opinion, ils ont l'opinion publique qui va être ralliée derrière eux, comme derrière un étendard. Alors ça va se passer comment si tous les candidats potentiels aujourd'hui ont la carte qui s'appelle le Rwanda pour gagner les élections,
Derrière qui la population va se rallier, Albert? Moi, je ne suis pas franchement intéressé à faire de la spéculation. On va déchirer la carte. Non, mais moi, je suis pas... On va se bousculer pour la carte du Rwanda. Non. En fait, ils ne vont pas se bousculer. Tout le monde on va la déchirer parce que tout le monde veut l'utiliser. Non, le Rwanda est tellement énorme que tout le monde peut se servir de cette carte-là. Parce que c'est tellement gros, le Rwanda, ça fait... Bon, mais il y a une autre chose, Eddie, que moi, je trouve que ce que tu dis là, il y a une autre chose. On a depuis 20 ans, il n'y a pas que le Congo qui sort la carte du Rwanda. C'est que le Congo est tellement, comme disaient les Sénégalais, immensement riche, qu'il pleure. Et tout le monde qui les voit pleurer, il dit, c'est quoi? C'est le Rwanda. Oh, le Rwanda. Et donc, on a toute une communauté en dehors même du Congo. Je veux dire, l'autre jour, pendant que les Africains sont en train de parler entre eux, le State Department le département d'État pour les affaires africaines disent M23 Rwanda. Alors qu'il y avait le dialogue à Luanda. Oui, et qu'il y a un communiqué qui va tout contredire. Mais en même temps... À quelques heures ce sont des lobbyistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la même chose au Parlement européen. C'était pour saboter le communiqué, c'était pour... Non, c'est pas une question... Non, c'est pas comme ça. Non. Il faut être plus large. Non, ça fait partie... Du jeu et des lobbyistes. Parce que les gens... du jeu des lobbyistes. Non, mais les lobbyistes, c'est ça. Je veux dire, eux, ils apportent des valises et quelques personnes et qu'on puisse sortir un communiqué. Tu vois? Et le Congo est tellement immensement riche et pleureur que tout le monde est d'accord de faire des valises. Des valises d'habits, des valises de quoi, Albert? Non, des valises très claires, ça veut dire... C'est du... Voilà. Tu vois? Donc, j'espère que vous regardez. Non, je comprends. Tu vois? Mais donc, en fait, parce que c'est comme ça. Les lobbyistes, bon, c'est leur monde, parce qu'ils vous parlent de démocratie, d'éthique, etc. Mais la réalité est là. Le Congo est tellement riche même si c'était des Martiens qui seraient là, le reste du monde serait en train de les courtiser. Parce qu'on se dit, comme ils n'ont rien, ils ne sont même pas structurés, s'ils nous ouvrent une brèche, on plonge. Et c'est ça qui se passe. Donc, évidemment, ici, le seul, je dirais, je me permets de dire que le seul adulte dans la pièce, ça devient le Rwanda. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est d'où il vient. Le Rwanda, c'est qu'en 1994, c'était la fin de cette nation. Et pour reconstruire tout ça, tout ce que ça nous a pris. Donc, on est obligé, avec nos ressources limitées, avec les gens que nous avons perdus, avec la nécessité de reconstruire le tissu de cette société, qu'on ne pouvait pas, faire d'erreur. Et le Congo peut se permettre tout. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a vu, il n'y a personne qui dit au Congo, oui, mais prenez vos responsabilités, ayez votre propre armée, ayez votre propre gouvernance. Quand est-ce que vous allez construire une route qui va de Matadi à Goma? Parce que il y a des gens qui pensent qu'il faudrait mettre un mur entre le Congo et nous, mais il n'y a pas de route qui va de Matadi à Goma. Donc, comment est-ce que Goma va même... je veux dire, si nous, on est comment on dit... C'est peut-être à cause du Rwanda qu'il n'y a pas de route. Et certainement. Depuis... Le Rwanda ne veut pas de cette route, peut-être. Mais en fait, même les Congolais ne se rappellent même pas que jusqu'aujourd'hui, depuis 1960, toute la production pratiquement, que ce soit sous-sol ou au-dessus du sol, c'est dans l'Est. Et tout va, Kinshasa. Et Kinshasa ne remet jamais rien au reste. Tout s'est dégradé depuis 1960. Je veux dire, l'index de développement humain, c'est quand même une honte pour les Africains, était plus élevé au moment que les Belges quittent que sur tout ce temps de 60 ans. 60 ans d'indépendance. C'est la honte. Dans ce communiqué, Monsieur l'ambassadeur, on parle des désarmements, par exemple, des FDLR dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le retour, par exemple, des personnes déplacées dans leur domicile. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout d'une semaine, au bout de quelques jours, toutes les conditions soient réunies, par exemple, pour que les personnes puissent retourner avec toute la peur au ventre, retourner dans ces zones des conflits,
Mais aussi, il y a un point très important qu'on pose ici, par exemple, la mise en place d'un mécanisme pour le retour de ces groupes armés. Notamment, on demande au Rwanda de mettre en place. Pourtant, nous savons que ce n'est pas du nouveau, ça. Pourquoi, dans le communiqué, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau? Dans ce communiqué, il n'y a rien de nouveau, à mon sens, non. Parce que quand on parle de gens déplacés internes, dont les camps ont été visités par le président Uhuru Kenyatta, en tant que facilitateur, ça, ce n'est pas la première fois qu'il y ait ce genre de déplacement interne des gens. Et le déplacement interne des gens aboutit toujours, ou presque en même temps aussi, à un grand groupe de gens qui se réfugient vers les pays limitrophes. Et ceci a eu lieu plusieurs années et continue à aller. Alors, si, sur base de cette visite de camps de déplacés, on dit on se concentre seulement sur les déplacés, et puis on oublie qu'il y a des gens qui ont été déplacés beaucoup plus loin, pendant plus de 20 ans, à cause de cette même cause dont on a parlé et dont on ne veut pas toucher. Le président Kagame parlait tout à l'heure de 8000 réfugiés, par exemple, qui sont au Rwanda, et qui sont au Rwanda à cause notamment de la même situation depuis 20 ans maintenant. On ne parle pas de la situation. Non, c'est 100 000. On ne parle pas de ça. C'est 100 000. Hein? Aussi longtemps qu'on ne parle pas de ça, ça s'ajoute au fur et à mesure, et on ne parle que de déplacements internes, parce qu'on doit chercher une aide pour les déplacés, mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça, ce n'est pas là où se trouve la solution. La solution se trouve dans la cause même de ce mouvement de population. Si la cause de ces mouvements de population n'est pas mise sur la table pour dire, écoutez, on en a eu déjà beaucoup de débats, il faudrait qu'on puisse revisiter toutes ces causes et qu'une fois pour toutes, on puisse dire, on ne parle plus de déplacés internes, on parle de réfugiés qui ont été évacués de leurs biens pendant les 20 dernières années, etc. Il faut que ce soit global, une solution globale. Une solution globale. J'aimerais peut-être aussi, pour terminer, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, on parle du processus de Nairobi, on parle de Luanda, à tous les deux, l'opinion publique, les gens qui suivent, on a l'impression que c'est deux voies qui mènent à un seul objectif. Est-ce qu'Albert, y a-t-il moyen aujourd'hui d'en faire un seul et même processus? Je crois que puisqu'on a très peu de... Je vais être clair. Luanda, enfin, Nairobi a été initié par la région. Et donc, que la région se prenne en charge. Luanda, et là, d'abord, à Nairobi, je termine, et à Nairobi, on a bien défini qu'il y a un programme politique et soutenu par un programme militaire pour être sûr que le programme politique soit mis en œuvre. Donc c'est là qu'on parle de Nairobi. Luanda, c'est surtout une initiative de CIGRL et de l'Union africaine, surtout pour refaire parler Kinshasa et Kigali de façon cordiale. Le tout, mais donc il faut pas, il n'y a pas l'un ou l'autre, etc. Je crois que le tout va ensemble et on puisse tirer de la sagesse dans l'un pour l'autre, etc. Mais c'est des choses qui se complémentent, en fait. Ouais. Même si à Luanda, ce qui est sorti, c'est en fait Nairobi. Exact. Monsieur l'ambassadeur, 30 secondes. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de la sécurité, de la paix et la cohésion dans la région des Grands Lacs? Je suis toujours optimiste quant à l'avenir, mais il y a une condition. Une et une seule condition, qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui a causé ceci? Comment on peut adresser ceci? Où est-ce qu'on va arriver?
qu'on se dise la vérité, le reste, ça va aller. Moi pas. Je ne suis pas optimiste. Alors, Albert n'est pas Mais optimiste. on termine. Albert n'est pas optimiste, ambassadeur Mutaboba est optimiste et nous, tout ce que nous souhaitons, c'est la paix en tout cas dans la région des Grands Lacs et on espère en tout cas que tous les acteurs sont concernés au même niveau pour que notre région retrouve la paix et surtout la cohésion et que les gens vivent en paix et que la région puisse également connaître sa prospérité. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Ambassadeur Mutaboba, ancien envoyé spécial du président Kagame dans la région des Grands Lacs, et également Albert Rudatsimburgwa, journaliste et analyste politique. Merci à tous les deux et surtout grand merci à vous toutes et tous qui avez suivi l'émission Majuscule Propos. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.